Juste pour vous signaler que la session est enregistrée, donc si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo finale, il suffira en fait d'éteindre votre vidéo tout simplement. Donc on a coupé les micros de tout le monde et qu'à la fin il y aura une session de questions-réponses qui se déroulera en levant la main, en utilisant le bouton dont parlait Laurent tout à l'heure, le bouton qui est en fait sous la liste des participants. Quand vous cliquez sur participants dans la zone de menu en bas de l'écran, elle s'ouvre sur votre droite et sur votre droite, sous la liste, il y aura un bouton qui est lever la main. Donc, pour parler, ce sera lever la main et j'ouvrirai les micros aux gens qui ont levé la main parce qu'ils arrivent en haut de liste, donc c'est assez facile de les voir. Donc, j'ai parlé de couper les micros, j'ai parlé de la vidéo. Ben, on va peut-être pouvoir commencer. Je ne sais pas si Laure veut dire un mot ou deux. Donc, Laure Benmoussi, donc, qui est notre partenaire sur ce webinaire, puisqu'elle est la directrice territoriale handicap du FIPHFP, Fonds d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées dans la fonction publique, et elle a pour région Réunion Mayotte. Et Laure, si tu veux nous dire quelques mots. Merci. Donc, bonjour à tous. Je voulais déjà remercier Pierre Reynaud et l'Université de La Réunion avec tous les collègues qui sont aujourd'hui mobilisés pour cette idée et cette organisation d'un webinaire sur l'accessibilité numérique. Alors que, donc j'ai pas besoin de me présenter puisque Pierre l'a très bien fait. Merci Pierre. Alors que nous sommes en confinement, dépendant des outils informatiques et numériques, je pense que le sujet de l'accessibilité numérique est d'autant plus d'actualité. Il faut dire que l'accessibilité numérique est la garante d'une égalité pour tous, visant bien évidemment l'accès à l'information, certes pour les personnes en situation de handicap, mais bien plus encore. Et je suis certaine que Pierre annoncera les grands principes de l'accessibilité, mais quand on dit perceptible, utilisable, compréhensible, compatible avec la technologie, je crois qu'après 4 semaines de confinement, nous comprenons mieux ce qu'impliquent ces 4 principes. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Je sais, elle sera riche d'enseignements pour le présent et pour le futur. À vous, Pierre. Merci. Ben, je pourrais très bien vous laisser la parole, parce que vous la présentez très très bien, l'accessibilité numérique. Bon, donc on va y aller tranquillement. On doit être 35 ou 36. Les autres, 46. 46. Bon, il y en a 10 qui sont arrivés pendant notre introduction. Me présenter très rapidement. Donc, je suis Pierre Reynaud, référent en accessibilité numérique et handicap à l'Université de La Réunion. Je travaille avec Annie Dumont, que vous entendez depuis tout à l'heure, depuis quelques mois, au sein d'un service qui s'appelle le service web et accessibilité numérique, et au sein d'une direction qu'on appelle la DAMAN, entre initiés, et qui est la direction de l'audiovisuel, du multimédia et de l'accessibilité numérique. Vous voyez, donc l'accessibilité numérique est un sujet qui a droit de cité à l'Université de La Réunion et qu'on essaye de mettre en avant et de faire vivre. Et c'est vrai que, si vraiment il doit y avoir un aspect positif dans la situation actuelle et qui est quand même très traumatisante, c'est de faire avancer et d'essayer de convaincre par les faits, en 2 mots, que l'accessibilité numérique n'est pas un gadget, n'est pas un luxe, mais elle est vitale pour bon nombre d'entre nous. Et c'est un peu le sujet du jour. Alors, l'accessibilité, pour ma part, ça fait 21 ans que j'en parle, avec des fois l'impression passez-moi l'expression, de pisser dans un violon. Ça avance, mais pas aussi vite que le numérique. Alors peut-être que le confinement va faire prendre conscience à certains que le numérique inclusif est vraiment important. On essaiera de vous laisser un peu de temps en fin d'intervention, si je ne suis pas trop bavard, pour poser des questions ou apporter vos témoignages.
Donc, merci à Annie qui est la projectionniste aujourd'hui, puisque c'est elle qui va faire défiler des diapos que je vais essayer de lire, parce que je sais que dans l'assistance, il y a au moins 3 personnes aveugles, donc rien que pour elle, en solidarité, puisque je suis moi-même aveugle, je vous lirai ce qui est dans le PowerPoint. Et, pardon. Et pour vous dire aussi, si on ne l'a pas encore dit, que vous êtes enregistré. Donc, si vous ne voulez pas que votre image soit diffusée, mettez la caméra hors service. Et surtout que ce webinaire est enregistré et sera mis après à disposition sur différents, entre autres sur la chaîne YouTube de l'université, mais j'imagine aussi sur le site du FIPHFP, et sera rendu plus accessible encore qu'il ne l'est aujourd'hui, en particulier pour nos amis sourds et malentendants. Voilà, attaquons le vif du sujet. Donc là, il y a des diapos qui s'appellent éléments de contexte. La première, j'en ai déjà un petit peu parlé. La deuxième, c'est le numérique est un fantastique levier d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Écoutez, je vous ai dit, pour ceux qui ne le sauraient pas, que moi-même, je suis aveugle et je fais partie de la génération qui a connu l'avant et l'après numérique, et je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Mais je pense que nos amis sourds et nos amis tétraplégiques ou 10 pour en dire la même chose, le numérique nous permet des choses extraordinaires. Elle nous permet actuellement, par exemple, d'animer une conférence en ligne depuis le fin fond de la Réunion, sud-ouest de la Réunion, à 10 000 km de chez vous, pour la plupart d'entre vous, et jusqu'à 20 000 km, puisque nous avons quelqu'un qui ne s'est pas couché, puisqu'elle appelle de la Martinique, et elle suit notre conférence depuis la Martinique. Donc, le numérique, c'est un fantastique levier pour l'inclusion, quelle qu'elle soit. Hein. On fait partie, nous, les personnes en situation de handicap, des publics qui en ont le plus profité. Hein. Mais, alors ça, c'est la diapo suivante. Alors, pour les personnes qui ne la voient pas, il y a un mot, en gros, c'est mais, M-A-I-S. Et le mais, c'est que, malheureusement, trop souvent, ce numérique est mal fait, et inaccessible, et compliqué, et tout ce que vous voulez. Hein, ça aussi, on le vit, nous le vivons tous les jours, à travers une dématérialisation parfois, et le mot est gentil, excluante. Alors, je ne vous parlerai pas non plus des différentes fractures numériques qui sont exacerbées aussi depuis un mois, hein, puisque pour notre communication, on est d'autant mieux loti si on a de bons outils informatiques, de bonnes connexions Internet et un bon usage de tous ces outils. Si une des choses que je viens de dire manque, évidemment, notre confinement et notre vie sociale, on est d'autant plus contraint. Hein, donc, réseau, outils et appropriation et usage, hein, formation à l'utilisation de ces différents outils. Voilà, ce que c'est un peu les 3 fractures numériques, hein, outils, réseau et usage. C'est ça les 3 fractures, avec la dernière en date qui sont les usages. Diapo suivante, la 4e, si on a numéroté pareil. Hein, le titre, c'est inclusion et accessibilité. Et accessibilité numérique, hein, on parle toujours du numérique. Alors, en fait, il y a quelques années, on a commencé à parler d'inclusion numérique. Alors, l'inclusion, si vous voulez, brille en société. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt sur des repas virtuels ou des apéros virtuels. Vous déclinez le mot inclusion sous toutes les… Alors, inclusion, inclusif, incluant, incluante. Vous rajoutez des suffixes, des préfixes, et là, vous verrez, c'est très tendance. Mais, alors, le concept est extraordinaire. Vive l'inclusion. À noter quand même que l'inclusion est un mot qui est d'autant plus employé par les personnes valides et peut-être moins par les personnes handicapées. Nous, on préfère souvent le mot accessibilité. Parce que l'inclusion sans accessibilité, ça ne fonctionne pas ou très mal. J'ai été pendant 14 ans responsable d'un espace public accessible et adapté aux personnes aveugles et malvoyantes, un espace numérique, et toujours très frustré parce que mes amis aveugles et malvoyants n'étaient pas assez numériques. Et pour cause, quand le numérique est tout sauf simple, utilisable, ergonomique, accessible et de qualité, vous passez votre chemin. Hein. Quand le numérique est fait par et pour les informaticiens, vous passez votre chemin quand vous n'êtes pas à l'aise déjà avec l'outil. Donc, pas d'inclusion sans accessibilité numérique. L'inclusion, c'est accompagner le public éloigné du numérique vers des outils et ressources numériques. Si ces outils et ressources numériques ne sont pas accessibles, entre autres, c'est voué à l'échec.
Donc, pour que ça marche, il faut fournir des outils inclusifs, outils et ressources inclusives. Alors, la diapositive suivante, on va entrer dans le vif du sujet. Et là, vous avez une des diapos les plus bavardes, hein, puisqu'il y a la définition que vous trouverez. Vous tapez « Qu'est-ce que l'accessibilité numérique » sur n'importe quel moteur de recherche. Vous aurez cette définition, qui est la définition Wikipédia, la définition du W3C, la définition la plus large. L'accessibilité numérique est la mise à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes mentales ou physiques des outils et ressources numériques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie, hein, c'est-à-dire aptitudes physiques et mentales. C'est ce qui va définir les personnes en situation de handicap. Deuxième définition, hein, on va resserrer un petit peu la définition de l'accessibilité numérique. C'est l'accessibilité numérique signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le numérique. Hein, peuvent utiliser le numérique. Plus précisément, qu'elles peuvent percevoir. Donc, percevoir, ça veut dire entendre, voir ou toucher. D'accord ? Quand vous n'entendez pas ou mal, il faut que vous soyez en capacité de voir ou éventuellement de toucher. Quand vous ne voyez pas ou mal, il faut que vous soyez en capacité d'entendre ou de toucher. C'est la perception. Là, on est évidemment dans tout ce qui est handicap de perception, handicap sensoriel. Comprendre, c'est comprendre l'information, comprendre l'interface, comprendre ce que je dois faire ou ce que je dois comprendre dans ce que je viens de lire, hein, ou de consulter. Naviguer, hein, ça parle de soi, hein, il faut que je sois en capacité de consulter, de naviguer dans le site internet, par exemple. Interagir et contribuer, on est, au cas où vous ne le sauriez pas, on est dans le web 2.0. Alors depuis le temps qu'on vit, on est peut-être dans le 3.0, hein, on a peut-être changé de version depuis, mais ça veut dire qu'on n'est plus dans le web statique où on consultait des informations. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les blogs, à travers tout ce qu'on a dans les réseaux, c'est de l'interaction, c'est de la contribution, et c'est pas tout qu'on puisse vous percevoir et utiliser, mais il faut aussi qu'on puisse participer. Les personnes en situation de handicap, toutes les personnes, quelles que soient leurs aptitudes mentales et physiques, doivent pouvoir participer, contribuer et interagir avec les outils et ressources numériques. L'accessibilité numérique bénéficie aussi à d'autres, notamment, évidemment, les seniors dont les capacités peuvent diminuer avec l'âge. Alors, les seniors, c'est donc les personnes âgées. Alors, seniors, certains font commencer à partir de 60, 55, 50, 45, hein, des fois. Donc voilà, hein, on va y revenir, je vais détailler un petit peu. Donc, la diapositive suivante, c'est un peu un inventaire à la Prévert, c'est-à-dire que je vous liste ce qu'on entend par outils et ressources numériques, c'est-à-dire contenu contenant interface, machine, les sites Internet, intranet, extranet, les logiciels, les progiciels, puisqu'on parle de milieu professionnel, les applications mobiles, les livres, les journaux numériques, les documents bureautiques, le multimédia, audio, vidéo. Ça, c'était pour la première diapo. Pour la deuxième diapo, on peut en faire 3 ou 4 comme ça, hein, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, j'en ai même perdu ma ligne, les téléviseurs, pourquoi pas, hein, les télévisions, les MOOC, hein, on en reparlera la semaine prochaine d'ailleurs, de tout ce qui est formation en ligne et pédagogie inclusive, l'administration en ligne, les achats en ligne, 3 points de suspension, les objets connectés, la domotique, les assistants vocaux, avec encore, etc. 3 points de suspension, il y en aura encore bien d'autres. C'est ça, les outils ressources numériques. Et évidemment, toute cette liste à la Prévert doivent être accessibles au plus grand nombre. Alors, diapositive suivante, c'est pour qui ? Depuis tout à l'heure, je parle de personnes en situation de handicap et de seniors. Les personnes paraplégiques en fauteuil roulant qui ont une lésion médulaire de la moelle épinière basse ne peuvent pas bouger leurs jambes, mais ne sont pas confrontés à des problèmes d'accessibilité numérique. Eux, ils vont être confrontés à des problèmes d'accessibilité physique. Leur bête noire, c'est les escaliers ou c'est les portes trop étroites. Eux vont vous embêter sur comment je fais pour rentrer dans la salle de réunion physique ou dans mon bureau alors qu'il y a 3 marches et une porte qui fait 60 cm. Voilà, c'est ça. C'est leur problématique. Par contre, une fois qu'ils sont assis, et ils sont déjà assis, sans mauvais jeu de mots,
ils peuvent tout à fait utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone comme tout un chacun. Ça, c'est pas un problème. Les personnes en situation de handicap concernées, impactées par l'inaccessibilité numérique, c'est les handicaps de perception, handicaps sensoriels, donc malentendants, sourds, malvoyants, aveugles. Ce sont les handicapés moteurs des membres supérieurs, des personnes qui ont des problèmes de manipulation, de contrôle des mains ou de problèmes de manipulation ou de dextérité, qui ont du mal à viser, par exemple. C'est important pour la suite. Tout ce qui est handicap cognitif, les 10, les YS, et tout ce qui est handicap mental. Voilà, en gros, les PSH, les personnes en situation de handicap, qui sont concernées, qui sont impactées par l'inaccessibilité numérique. Et évidemment, on reparle dans cette diapo, on se répète un peu, les seniors, dont les capacités s'altèrent souvent avec l'âge. Alors, quand on prend de l'âge, on entend un peu moins bien, on voit un peu moins bien, la mémoire fonctionne un peu moins bien, et tout ça ajouté fait que on sera moins tout-terrain sur un outil, une ressource numérique. Sachant que, par exemple, en ce qui concerne la déficience visuelle, messieurs, mesdames qui avaient plus de 45 ans, vous êtes concernés par quelque chose qui s'appelle la presbytie. Alors, je dis bien vous parce que nous, on y a échappé, hein, on a pris de l'avance sur vous. Vous êtes concernés par la presbytie qui fait que vous avez du mal à lire de près et petit et mal contrasté. On va y revenir, c'est important pour la suite. Hein. Et ça, c'est pas une maladie, c'est simplement à partir de 45 ans, l'accommodation ne se fait plus à 30 cm du visage, mais à plus d'1 mètre. Dans la diapo suivante, tout ce que vous attendez toujours et ce qu'attendent nos gestionnaires, parce que les gestionnaires adorent les chiffres, donc on va être très rapide sur les chiffres, mais plutôt vous donner des proportions. L'idée, c'est, et c'est ce qu'on essaye depuis, pour ma part depuis 21 ans sur l'accessibilité numérique, c'est-à-dire de montrer que ce n'est pas anecdotique, que ça concerne un public très large. On considère aujourd'hui que 10 à 20% de la population sont en situation de handicap, ce qui, à l'échelle de la France entière, fait 12 millions de Françaises et Français. Et pour nous, Réunionnais, on est sur 70 000 Réunionnaises et Réunionnais. Vous voyez, ce n'est pas anecdotique quand même, c'est des chiffres qui montrent que la proportion n'est pas anecdotique. Voilà pour les chiffres. Un concept qui nous intéresse tous, alors quand je dis nous, je dis à la fois professionnels du handicap et personnes en situation de handicap, c'est un concept que nous appelons l'accessibilité universelle, c'est la diapo suivante, donc accessibilité universelle ou design for all en anglais, ou conception universelle. Alors, encore une fois, je vais vous lire la définition, hein, désolé si ce n'est pas toujours très fluide. Tous les produits, les environnements et les services doivent être accessibles, mais dans certains cas, des aides techniques ou technologies d'assistance spécifiques seront nécessaires. Alors, juste la deuxième phrase, et puis après, je vais vous expliquer un petit peu. Une compatibilité et une interopérabilité avec ces dernières doivent être assurées. En gros, aujourd'hui, tous les produits, services et environnements doivent être réfléchis en amont, doivent être conçus en amont, accessibles au plus grand nombre. C'est ça la conception universelle ou l'accessibilité universelle. Alors, dans le numérique, on a, pour ma part, et je précise toujours avant de commencer, on peut passer à la diapo suivante, Annie, je précise toujours que j'ai aucune action malheureusement chez Apple. Malheureusement pour moi, quoique peut-être en ce moment ça marche un peu moins bien, mais bon. Le symbole pour moi de l'accessibilité universelle dans le domaine du numérique, c'est l'iPhone, hein, qui a été créé en 2007 par Apple, qui a créé le smartphone et qui dès 2009 en a fait un produit accessible au plus grand nombre. Ça veut dire que devant moi, je suis en train d'ailleurs de vous parler à travers les écouteurs et le micro de l'iPhone. J'ai une plage braille qui est connectée en Bluetooth. C'est ça, la technologie d'assistance, c'est la feature braille. Et l'iPhone ne fait pas du braille. Par contre, Apple a intégré, sur tous ses produits d'ailleurs, les pilotes qui permettent de connecter très rapidement l'ensemble des plages braille du marché. Par contre, si vous rentrez dans vos smartphones que vous avez sous la main, que ce soit aujourd'hui Android ou iPhone d'ailleurs, hein, puisque Google s'est mis depuis, vous allez iPhone sur réglage accessibilité ou Android, vous allez dans paramètres accessibilité. Là, vous avez tout un ensemble d'options qui vont de la loupe au zoom en passant par les filtres de couleur ou la compatibilité avec les appareils auditifs qui vont permettre d'adapter votre produit grand public à votre usage particulier, à votre situation de handicap.
Voilà, hein, c'est vraiment. J'avais assisté à une conférence où on expliquait un peu la démarche d'Apple, qui est toujours restée très secret sur ses démarches, évidemment, c'est la marque de fabrique d'Apple, qui disait qu'en gros, de faire un iPhone accessible a coûté à peu près 1 euro par iPhone vendu dans le monde. Vous voyez, c'est vraiment, on est sur une échelle de coût qui est vraiment négligeable. Sachant que, comme nous le disait Philippe Trottin lors de la conférence qu'on avait fait au mois de novembre, Philippe Trottin qui est de Microsoft, bon nombre d'options d'accessibilité, on s'aperçoit qu'elles sont utilisées aussi par des personnes qui ne sont pas obligatoirement en situation de handicap. Hein, pour finir, l'iPhone est cher, le smartphone est cher, mais si nous avions du matériel spécialisé pour handicapés, et nous, les personnes handicapées, nous le savons, il ne vaudrait pas 1 000 euros, mais 5 000 euros. Parce que le matériel spécialisé est beaucoup plus cher. Donc, en rendant le matériel grand public accessible à tous, on fait aussi baisser les coûts de compensation pour les personnes en situation de handicap. Je continue, parce qu'après, je vais être trop bavard. J'entendais. Donc, la deuxième diapo, c'était juste l'exemple de l'afficheur braille qui devient l'extension du smartphone et qui offre le smartphone qui offre aussi d'autres options, c'est ce que je viens de vous dire, en natif. L'accessibilité par l'exemple, et là, je vais laisser la parole à Annie qui va vous montrer différentes choses très, très marquantes et qui va aussi me permettre de reprendre mon souffle. Merci Annie, Pierre. à toi la parole. Voilà, donc la diapo suivante vous montre des exemples de contraste et de police. Donc les contrastes, vous pouvez très bien voir, enfin en tout cas ceux qui voient, la différence entre le bleu sur violet et le noir sur jaune. Donc, le premier est très pénible à lire. Certains peut-être même ne réussiront pas à lire, alors que le deuxième est, on va dire, valide selon des normes internationales. Ensuite, les polices. Alors, je vous ai mis 3 types de police. Celle qui est l'image tout à fait sur la droite, c'est une police récupérée sur le net. Donc, attendez, je valide un entrant. Voilà, je reprends. Trouvé sur le net, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je n'arrive pas du tout à lire. Je devine un M, un O, et après ça part. Je ne sais pas trop quel mot est écrit sur l'exemple que j'ai pris. Je vous ai mis d'autres exemples en dessous, donc pareil, hein, la police en capitale avec du noircissement sur le haut, c'est pas hyper lisible. Et la petite police qui peut paraître sympa, mais qui est pénible dès qu'il y a plusieurs lignes en dessous, avec des pattes très très longues et surtout des empattements pour les caractères. Donc ça, ce sont des exemples qu'on peut trouver en fait dans des sites et qui gênent la lecture. Donc, la couleur, c'est un réel problème en termes d'accessibilité et nous allons passer à ce sujet à la diapo suivante. Alors, la diapo suivante vous montre en fait pourquoi l'information ne doit pas être véhiculée uniquement par la couleur. Donc, l'exemple que vous avez, ce sont des camemberts qui vous montrent des indices de satisfaction, donc de très satisfait à sans opinion. Donc, dans l'image de gauche, on voit une légende colorée. Donc, chaque item, en fait, a sa propre couleur. Donc, il y a du marron, du rouge, du violet, du bleu et du vert. Et sur l'image de droite, on vous montre ce que voit un daltonien. Donc, pour le daltonien, il y a 2 couleurs seulement. Il y a le vert et le violet. Donc, du coup, entre très satisfait, satisfait et sans opinion, la personne n'a aucun moyen de savoir, avec ce type de figure, où il en est. Donc, ce qui est conseillé, c'est quand on est amené à faire ce genre de figure, c'est de mettre le titre à côté, en fait, du pourcentage. Donc, on mettrait à côté des 56%, on mettrait très satisfait. Donc, en fait, c'est d'attacher l'étiquette au pourcent. Voilà comment on s'en sort pour donner la même information à tout le monde. Et là, c'est une demande express de Pierre. Je vous ai mis une vidéo pour vous montrer ce que donne une vidéo sans sous-titres. Donc là, je lance la vidéo et voilà. Donc,
on voit un petit bonhomme qui parle et on n'a aucune idée de ce qu'il vient de dire. Ça, c'est ce que vivent tous les sourds quand il n'y a pas de sous-titres. Voilà. Donc, c'était la pause pour Pierre et on peut reprendre. Oui, alors j'ai bien embranché le micro, vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. Ouais. Oui. Et moi, j'ai Bon, débranché le mien. ça m'a donné l'occasion de boire un petit peu d'eau et de reprendre mon souffle. Donc, voilà, ce qu'on voulait vous montrer comme exemple, vraiment, c'est contraste, police, couleur, vidéo. Alors, contraste, c'est ce qui est le plus déploré d'ailleurs sur le manque d'accessibilité par des études qui sont faites régulièrement aux États-Unis. Hein. C'est très facile de corriger les contrastes. Il existe des outils et typiquement, faire de bons contrastes pour les personnes malvoyantes, c'est aussi augmenter votre confort à tous. Hein. Pour les polices, on encourage évidemment les polices simples. Ça va impacter l'accès à l'écrit pour les personnes malvoyantes, mais aussi pour les personnes dyslexiques. Hein, pour la couleur, petite précision quand même, quand Annie parle de daltonien, on pourrait aussi évidemment parler des aveugles, puisque les aveugles, on ne voit pas les couleurs, mais ça, c'est évident. Enfin, ça, il semblerait quand même. Sachez quand même, messieurs, donc que 8% des hommes, des messieurs à travers le monde, ont des problèmes de discrimination de couleur. Hein, je crois que c'est 0,8% des dames. Donc, juste un petit exemple que j'aime bien me prendre, c'est que dans une assemblée de 100 personnes, de 100 messieurs, si vous passez le type de graphique qu'a passé Annie tout à l'heure, il y en a 8 dans la salle qui n'auront pas accès à l'information. Alors, je vous rassure, hein, pour rendre l'information accessible, il suffit de la doubler par du texte. Et là, les daltoniens et les aveugles sont contents. La vidéo, alors la vidéo, c'était le petit exemple qui tue, évidemment. Hein. Là, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans la vidéo non plus, d'ailleurs. Enfin, si, Annie me l'a dit, hein, mais nos amis sourds, évidemment, sur une vidéo sans sous-titres, n'ont pas accès à la vidéo. Alors, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que j'annonçais en début que ça va être enregistré et rendu accessible, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, notre conférence n'est pas accessible aux personnes sourdes. Voilà. Alors, l'essentiel, déjà, c'est d'en être conscient. Après, c'est de faire ce qui est possible pour le rendre accessible. Ça, c'est une autre chose. Diapositive suivante. Bon, j'ai appelé ça en résumé. Alors voilà, quelques petites phrases, quelques petites choses qui nous permettent un peu de développer l'impact de l'accessibilité. C'est l'accessibilité indispensable à tous et indispensable à certains, pardon, et utile à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accessibilité est évidemment indispensable pour les personnes en situation de handicap, mais qu'elle va induire, c'est ce qu'on appelle les effets induits, qui font débat dans le petit monde de l'accessibilité numérique, et à juste titre d'ailleurs, vont induire un confort pour tout le monde, un confort pour le plus grand nombre. D'accord? Alors, à l'inverse, ça a un peu un effet pervers, c'est-à-dire que tout ce qui ne va pas, si on ne se base que là-dessus, il faut faire attention parce que tout ce qui n'est pas un confort pour tous risque d'être laissé. Par exemple, évidemment, on ne peut pas dire que de traduire une vidéo en LSF, ça va faire du confort pour tous. La LSF ne sert qu'aux personnes sourdes. D'accord? La LSF étant la langue des signes française. D'accord? Donc, attention aux bénéfices induits de l'accessibilité. C'est un des leviers que nous avons, nous, professionnels et militants de l'accessibilité numérique, pour faire avancer notre cause, mais il faut les manier avec prudence. Deuxième chose très importante, hein, un défaut d'accessibilité, c'est ni plus ni moins qu'une discrimination. Hein, c'est clair, net et précis, et on va y revenir dans les diapos suivantes. Hein. Ne pas rendre quelque chose accessible si c'est raisonnablement faisable est une discrimination au sens juridique du terme. Alors la phrase suivante, c'est l'inconfort n'est que du désagrément. Un des indicateurs qu'on donne, nous, en sensibilisation sur l'accessibilité numérique, c'est que ce qui est inconfortable pour vous, personne, entre guillemets, avec plein de guillemets, normale, sera certainement, très certainement, inaccessible pour bon nombre de personnes en situation de handicap. Si vous avez dans les mains un document et que vous avez du mal à le lire, il vous fatigue parce que c'est écrit, c'est pâle, c'est écrit petit et c'est trop dense, vous pouvez être sûr que nos amis malvoyants ou dits auront du mal à le lire. D'accord? Mais attention, n'allons pas comparer inaccessibilité et inconfort.
Hein. D'un côté, on a l'inconfort, ça vient de confort, c'est du luxe. De l'autre côté, on a inaccessibilité. L'accessibilité, en fait, c'est zéro blocage. Hein, on pourra y revenir. C'est sûr qu'on est des cousins, des ergonomes, des qualiticiens, mais ce qui caractérise l'accessibilité, c'est d'enlever tout obstacle. L'accessibilité, c'est zéro blocage. Donc, ne confondons pas inconfort et inaccessibilité. C'est tout ça, c'est des arguments, mais qui ont leurs limites. Dernière phrase suivante sur cette diapositive, c'est pas la dernière, hein, un peu dense, c'est il est toujours plus facile de concevoir, concevoir accessible, c'est mieux faire pour tout le monde. Là, je me répète un petit peu, hein, et encore, je me répète encore, hein, de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, c'est de la qualité pour tous. Voilà, hein, dit de façon différente, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure sur cette diapositive qui résume un petit peu l'accessibilité. Alors, la diapo suivante, elle a pour titre « Que dit le droit ?» Et il y en a plusieurs sur cette thématique-là. Et volontairement, j'ai été très succinct et concis sur le domaine juridique pour une bonne et simple raison, c'est qu'en France, on a l'art d'empiler des lois à ne plus savoir qu'en faire, mais que l'on n'applique pas. Alors, désolé, hein, je suis peut-être un peu brutal, mais il faut savoir aujourd'hui que les outils et ressources numériques, y compris ceux mis en ligne très régulièrement par l'État, donc l'État qui est garant des lois, si je ne m'abuse, ne respectent pas ne sont pas conformes au RG2A, on va en reparler, donc sont dans l'illégalité. On considère à peu près, si on prend le sens inverse, que 4 à 5% des sites respectent la loi aujourd'hui en France. Alors, que dit le droit ? Vous avez la convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est une convention de l'Organisation des Nations Unies, la CRDPH. Dans son article 9.2, elle définit tout à fait ce qu'on entend par accessibilité. Accessibilité numérique, je vous invite à le lire, c'est très détaillé, tout y est. Et cette convention a été signée et ratifiée par la France, je crois, en 2006 et 2010, de mémoire. Deuxième point saillant qui est vraiment important à mentionner, même si on résume, c'est l'article 47 de la loi 2005-102, promulguée le 11 février 2005. On a fêté les 15 ans de cette loi en février dernier. Ça fait 15 ans que les sites Internet publics, Internet, intranet, extranet publics de l'État, des collectivités territoriales doivent être accessibles. Alors, ça fait en fait depuis 2011 et 2012. Mais vous voyez, ça date pas d'hier tout ça. Ça fait quand même 15 ans qu'on y est. Pour mémoire, la première fois qu'une circulaire a été publiée par le gouvernement, c'était en 1999 pendant le gouvernement Jospin. C'est pas nouveau. Hein. Donc, diapositive suivante, que dit le droit ? Deuxième diapositive, une obligation légale en France, sans cesse renforcée et précisée et renforcée depuis la fameuse loi 2502 dont je vous ai déjà parlé, promulguée le 11 février 2005. C'est clair et net, c'est une obligation légale depuis 15 ans qui se précise, qui se renforce avec des sanctions financières. Donc, on ne peut pas aujourd'hui ignorer que l'accessibilité numérique, quand on est dans un service public, quand on est dans une université, quand on est dans l'éducation nationale, quand on est dans un ministère, tous les outils et ressources numériques doivent être accessibles. C'est une obligation légale, mais c'est aussi un impératif de citoyenneté et d'inclusion professionnelle. On va y revenir. Dernière phrase très claire aussi, c'est les employeurs publics se doivent de fournir à leurs agents handicapés des outils et ressources numériques accessibles, évidemment. Je me dis, il manque quelque chose. Voilà, donc là c'est clair et net aussi. La diapositive suivante, c'est ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable. L'aménagement raisonnable, ça va de pair avec la charge disproportionnée. Là aussi, ça va beaucoup, et ça occupe beaucoup les juristes de tout poil, parce que je vous parlais tout à l'heure de défaut d'accessibilité égale discrimination. Si un aménagement raisonnable peut rendre le produit, environnement et services accessibles,
vous devez le faire. Quand je dis vous, c'est nous devons le faire, nous, service public. D'accord? Si c'est raisonnable et que ça n'entraîne pas de charges disproportionnées. Alors, là, si quelqu'un veut lire la définition à ma place, je veux bien, parce qu'elle est assez longue et j'ai peur qu'elle la lire en braille, ça vous la rende incompréhensible. Tu veux bien la lire, Annie, ou on la J'active laisse... le micro. Oui, oui. Alors, on entend Merci. par aménagement raisonnable les modifications et ajustements nécessaires et appropriés, n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues apportées en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Elle est invitable, cette phrase. Voilà, donc Très longue. voilà, très longue. Non, ce qu'il faut retenir, c'est un peu l'explication vulgarisatrice que je vous ai donnée au début. C'est-à-dire, en fait, si raisonnablement vous pouvez rendre un outil ou une ressource numérique accessible, vous devez le faire. Alors, raisonnable, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge disproportionnée. Alors, je vous arrête tout de suite. J'en vois certains, je dis, oh, bah, c'est bon. Si c'est j'ai pas le temps, j'en ai rien à faire et j'ai pas d'argent, ça, on aura du mal à l'admettre, parce que l'accessibilité, il y a toujours moyen de le faire, surtout si on le fait bien. Ce qui nous désole un petit peu les professionnels de l'accessibilité numérique avec les derniers, entre autres le dernier décret qui est paru le 25 juillet, les arrêtés qui ont suivi, c'est que la loi française insiste plus sur la notion de charge disproportionnée que sur la notion d'aménagement raisonnable. Alors pourquoi ça vous chagrine, me direz-vous? Parce que charge disproportionnée, c'est un concept négatif, c'est de la charge. L'handicap est encore considéré comme une charge. Aménagement raisonnable, c'était quand même beaucoup plus positif. Vous voyez que la définition, elle est un peu insupportable, incompréhensible, mais quand on la résume, c'est beaucoup plus compréhensible. Le problème, c'est évidemment toutes les interprétations juridiques qu'il va y avoir autour de disproportionné et raisonnable. Qu'est-ce qui est disproportionné? Qu'est-ce qui est raisonnable? Voilà, je vous laisse jouer. On pourrait en parler pendant des heures et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant des heures. Comme je dis à chaque fois, sur l'aspect juridique, on pourrait y passer 1h30. On pourrait faire un webinaire sur accessibilité numérique et aspect juridique. Il y a largement de quoi en faire, mais là, je n'en dis pas plus. Par contre, je vous invite, la diapositive suivante qui s'intitule « Défenseur des droits », je vous invite à aller consulter la décision du défenseur des droits numéro 2017-001 du 9 février 2017 concernant l'inaccessibilité des logiciels libres dans les ministères pour les déficients visuels. Alors, dans le petit monde des déficients visuels, on a tous entendu parler de collègues qui ont été placardisés parce que les ministères ont fait le choix de LibreOffice ou d'OpenOffice, ce qui, moi, philosophiquement, me ravit, mais à savoir que, malheureusement, logiciel libre et accessibilité ne riment pas. Il y a quelqu'un, je crois, dans l'assistance qui pourra en parler mieux que moi, et on en reparlera certainement un peu la semaine prochaine. Voilà. Vous avez dans cette décision qui date quand même de 3 ans, toute une explication sur l'accessibilité numérique dans le milieu professionnel qui est intéressante à connaître, avec toute une explication aussi juridique sur les obligations des employeurs publics par rapport aux outils et ressources numériques pour leurs agents handicapés. Alors, ça date de 2017, mais franchement, ça s'est juste renforcé depuis. Voilà. Voilà pour l'aspect juridique. Évidemment, je serai éventuellement prêt à répondre à des questions ou si quelqu'un veut apporter un éclairage supplémentaire, n'hésitez pas en fin d'intervention. Là, on va passer très rapidement, parce qu'on n'est pas je pense qu'il n'y a pas beaucoup de techniciens ici. On va passer très rapidement sur les normes et les référentiels. C'est la diapo donc, sur les normes et référentiels qui ont été faits par le W3C, qui est le consortium de l'Internet, et son groupe en charge de l'accessibilité, qui s'appelle le WAI, c'est-à-dire le Web Accessibility Initiative, le WAI, qui rassemble des utilisateurs, des fabricants, des professionnels de l'Internet et qui travaille sur la mise à jour des normes internationales d'accessibilité numérique. Alors, ces normes, ce sont les WCAG, on en est à la version 2.1, WCAG Web Content Accessibility Guidelines. Alors, pour les initiés, si vous voulez briller en société, si vous rencontrez des pros de l'accessibilité numérique, vous parlez des WCAG, et tout le monde sait ce que c'est, les WCAG. En France, on a une méthode d'évaluation
dans la loi française qui se repose sur les normes européennes et internationales, hein, c'est le RGA. Nous en sommes à la version 4. RGA, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Dans la diapo suivante, donc, le RGA, on explique très rapidement, et entre autres, donc, ce référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, il repose sur 4 principes dont Laure nous a déjà parlé au début de l'intervention, Laure Benmoussi. C'était, il faut évidemment que les outils et ressources numériques soient perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. Perceptible, utilisable, compréhensible, j'en ai déjà parlé. Peut-être insister sur robuste. Robuste, ça c'est peut-être plus pour les techniciens. Il faut que vous utilisiez des standards et que tout ça soit compatible et interopérable. Et on y gagne après en mise à jour. Voilà, perceptible, qu'on puisse percevoir, qu'on puisse utiliser, qu'on puisse comprendre, et robuste, donc standardisé, on va dire. Les normes et le RGA reposent sur 13 thématiques que je cite: les images, les cadres, les couleurs, le multimédia, les tableaux, les liens, les scripts, les éléments obligatoires, la structuration de l'information, la présentation de l'information, les formulaires, évidemment très important dès qu'on parle de démarche, la navigation et la consultation. Peut-être juste une petite parenthèse sur la vidéo. Évidemment, rendre du multimédia accessible, c'est un des gros morceaux de l'accessibilité numérique. On pourrait aussi développer sur ce sujet-là, mais je vais pas en dire plus pour les normes et les référentiels, parce que là, pour le coup, ce serait peut-être trop technique. Alors, la diapositive suivante, c'est comment intégrer l'accessibilité dans un processus ou un scénario. Alors, moi, j'ai fait une analogie entre la chaîne des déplacements, telle qu'elle a été définie par l'article 45, je crois, de la loi de 2005, pour les déplacements, donc, et la chaîne du numérique. C'est-à-dire que quand on fait une mise en accessibilité, il faut raisonner transversal, il faut raisonner global, il faut raisonner en amont, d'accord ? Et il faut raisonner scénario, processus, démarche. Alors, rien ne vaut un exemple. Alors, vous avez un schéma, hein, mais pour ceux qui n'ont pas accès au schéma ou pour bien expliquer le schéma, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, c'est l'exemple physique. Chaîne des déplacements, vous avez une personne en fauteuil roulant qui doit partir de chez elle et aller à la poste pour faire une démarche au guichet. Donc, elle va sortir de chez elle, rouler sur le trottoir, monter dans le bus, rouler dans le bus, enfin s'installer dans le bus, descendre du bus, rouler sur le trottoir, rentrer dans la poste et accéder au guichet. C'est bien simple. Si elle ne peut pas sortir de chez elle, tout le reste aura beau être accessible, la démarche est inaccessible. Si il y a 3 marches à l'entrée de la poste, ou 4 marches, tout le reste a beau être accessible, la démarche est inaccessible. La chaîne est cassée. Tous les maillons auront beau être accessibles, si un seul maillon est inaccessible, toute la chaîne est cassée. Alors, on a aussi l'exemple, puisque je sais qu'ici, autour de la table virtuelle, il y a bon nombre de gens qui travaillent dans les universités. On peut avoir aussi l'exemple de l'environnement physique de l'université qui est accessible, l'amphithéâtre qui est accessible, sauf qu'on a installé une belle porte métallique trop lourde à l'entrée de l'amphi et que la personne ne peut pas la pousser parce qu'elle est trop lourde. Tout ça, c'est du vécu, hein, c'est des exemples, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin pour trouver ce type d'exemple, malheureusement. Il y a un autre mot qu'il faut ajouter quand on parle d'accessibilité et d'accessibilité numérique, c'est coordination. Moi, j'ai vu quand même en accessibilité physique une route où vous aviez un arrêt de car qui était accessible d'un côté et l'autre qui n'était pas accessible parce que tout simplement, c'était dans la même collectivité territoriale 2 services différents. Vous voyez, donc on peut atteindre des sommets dans le manque de coordination. Accessibilité numérique, revenons à notre sujet. Alors là, il y a un exemple qui est ultra simple, qu'on connaît tous. Et qui, alors là, à mes collègues non-voyants et malvoyants, je pense que c'est du vécu, on l'a tous vécu, c'est le formulaire qui fait 4, 5, 6 pages, donc on met à peu près 1 heure à remplir, on est content quand on arrive à la fin, sauf qu'à la fin, vous avez le fameux CAPTCHA inaccessible. Et là, alors derrière, on va vous dire que le forum est accessible, derrière, c'est extraordinaire, sauf que la chaîne est cassée par le CAPTCHA qui est inaccessible. Là aussi, c'est du vécu. Hein. Pour bien enfoncer les clous, c'est comme si vous me dites le site de e-commerce X est accessible, j'ai testé la page d'accueil, elle est accessible.
Sur un site de commerce, qu'est-ce qu'on doit tester surtout? C'est la démarche d'achat d'un produit. C'est en fait, on doit tester toute la démarche, avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, et le service après-vente. C'est tout ça qui doit être accessible. Que la page d'accueil soit accessible, à la limite, ce n'est pas le problème. C'est surtout que l'on puisse commander, savoir ce qu'on commande, payer en toute accessibilité. C'est ça le scénario. De la même manière que telle ou telle administration, que sa page d'accueil soit accessible, c'est très bien, mais s'il y a des démarches en ligne, c'est les démarches en ligne qui doivent être accessibles. Donc, bien vous souvenir, hein, c'est quand vous travaillez sur l'accessibilité numérique, on travaille sur un projet, on travaille sur une démarche, un scénario, et on peut aussi travailler sur une structure, mais ça, on sortirait du cadre de l'intervention d'aujourd'hui. Voilà, notion de chaîne, de démarche, de scénario. Une chaîne accessible, si un seul maillon est inaccessible, toute la chaîne d'accessibilité est rompue. Donc, voilà pour ça. Diapositive suivante, les enjeux de l'accessibilité numérique. Les enjeux de l'accessibilité numérique, hein, que ce soit aussi dans le milieu professionnel, hein, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès à la communication et aux outils de travail, c'est favoriser l'inclusion sociale et professionnelle, éviter par là même la discrimination, les discriminations, c'est favoriser le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, évidemment. C'est une amélioration continue, on en revient à l'accessibilité, c'est de la qualité pour tous, hein, amélioration continue des applications pour tous. Et évidemment, c'est aussi les enjeux de l'accessibilité numérique de plus en plus, et encore en particulier dans cette période de confinement que l'on traverse, c'est la montée en compétences, la formation et le déroulement, l'accès au déroulement de carrière normal pour une personne en situation de handicap. Alors, la diapositive suivante, elle a pour titre, ce qui aurait pu être le titre du webinaire d'aujourd'hui, c'est impact de l'inaccessibilité en milieu professionnel. Ouais, j'aurais pu très bien, au lieu de mettre impact de l'accessibilité, j'aurais pu mettre impact de l'inaccessibilité. Et pour là, il nous faut évidemment essayer d'analyser, parce qu'en fait, là, je vous avouerai que les situations professionnelles sont très variées, donc d'arriver à lister et embrasser l'ensemble de la réalité professionnelle, c'est compliqué, d'autant que mon propos était aussi d'essayer d'élargir le propos, parce que en tant que personne non-voyante, l'accessibilité numérique dans le milieu professionnel, je la pratique à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne aveugle depuis des années. Et je pourrais évidemment vous faire une journée de webinaire là-dessus. Et je pense que les participants autour de cette table pourraient m'aider sans problème, puisqu'on a des exemples, en voilà. Mais l'idée, c'était aussi d'élargir le propos et de montrer que ça dépasse largement la problématique des personnes aveugles et malvoyantes, l'accessibilité numérique en milieu professionnel. C'est ce que je vais essayer de tenter de faire dans les diapositives suivantes. Donc, évidemment, l'impact de l'inaccessibilité, il faut l'examiner, il faut le regarder, il faut l'analyser, oui, en formation, lors d'un recrutement et quand on assure pour assurer un maintien dans l'emploi, hein, puisque milieu professionnel, c'est la formation, le recrutement, l'accueil, le maintien. Hein, vous verrez, on en reparlera hein, quand on va aborder évidemment les diapositives sur le FIPHFP, on va parler aussi recrutement, accueil et maintien. Hein, voilà, c'est ce que apporte comme soutien le FIPHFP. Alors, diapositive suivante, dans différentes situations professionnelles, je vais essayer d'aborder ça par les situations professionnelles, mais après aussi par les situations de handicap et d'essayer de faire un peu un lien entre toutes ces situations. Alors évidemment, l'impact de l'accessibilité et de l'inaccessibilité, on peut le vivre en télétravail. Alors ça, là aussi, on pourrait faire un webinaire entier. D'ailleurs, il y en a beaucoup de webinaires sur le télétravail en ce moment. Il y aurait un sujet à traiter, peut-être d'ici le 11 mai, c'est télétravail et accessibilité numérique, il y a de quoi faire. Les stagiaires en formation, hein, que ce soit des formations en présentiel ou en distanciel, là aussi, il y a de quoi dire. Participation à une réunion, alors réunion présentielle ou distancielle, et là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler de l'accessibilité des outils de visioconférence et de l'outil de travail collaboratif.
Alors, je suis prêt à parier que vous tous autour de cette table virtuelle, il y a un mois, la plupart des outils que vous utilisez aujourd'hui, vous les utilisez ou pas du tout, ou beaucoup moins bien que ce que vous faites aujourd'hui. Moi, je peux vous garantir que j'ai découvert une panoplie assez impressionnante d'outils de visioconférence que j'ai testé avec Laurent, hein, pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est pas Laurent qui est en question, mais c'est les logiciels, évidemment. C'est les outils. Alors, le meilleur en termes d'accessibilité, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, qui est très décrié en termes de sécurité et de confidentialité. Mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Notre premier critère vital, c'est l'accessibilité. C'est Zoom. Alors, j'ai testé aussi pour vous un outil qui est 100% inaccessible, zéro, mais c'est même pas du 99, là pour le coup c'est 100% puisque je n'arrive pas à… L'écran est vide sur mon iPhone avec VoiceOver, l'écran est vide avec NVDA ou JAWS qui sont nos lecteurs d'écran sur Windows 10. C'est un produit qui est promu par l'État français, le CNRS, qui s'appelle Tixeo. Il est complètement inaccessible, avec entre les deux un outil qui est promu par les pouvoirs publics également, qui s'appelle Jitsi Meet, qui est à peu près un petit peu inaccessible ou à peu près un petit peu accessible. La seule chose qu'on peut faire, c'est rejoindre une réunion, mais on peut en aucune façon gérer son micro, sa caméra, et on ne peut surtout pas créer de réunion, puisqu'en fait, le code qui a été fait est inaccessible entre autres lecteurs d'écran. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse hein, sur ce qu'il faut savoir, et je pense que là aussi, c'est un débat à porter, hein, c'est que, grosso modo, tout ce qui est issu aujourd'hui des GAFAM, c'est-à-dire de Apple, Microsoft, principalement Apple, Microsoft, Google, est accessible, en gros. Tout ce qui est issu du logiciel libre ou promu par les pouvoirs publics, parce qu'ils sont issus du logiciel libre, avec beaucoup de guillemets et beaucoup de prudence, hein, de pincettes, sont relativement peu accessibles. Et ça, moi, ça me chagrine, mais c'est un fait. Ça, pour avoir testé aujourd'hui Zoom ou Hangout sur Google, c'est des solutions très accessibles, alors que Jitsi Meet et Tixeo, c'est la galère. Voilà, donc outil très important, hein, évidemment, quand on travaille sur des réunions à distance. C'est le cas de le dire en ce moment, évidemment. Diapositive suivante, c'est toujours pareil, impact de l'inaccessibilité en milieu, c'est différentes situations professionnelles. On a une accessibilité des documents bureautiques, notes de service, rapports et formulaires et dématérialisation partielle ou inaccessible. Alors, on a aussi les fameux mails images hein, qu'on peut recevoir et qui sont évidemment inaccessibles pour les personnes avec les malvoyantes. On a toutes sortes de documents bureautiques, évidemment, qui peuvent être inaccessibles. Donc là, maintenant, prenons un peu le milieu professionnel, donc là, par les situations handicapantes, les situations de handicap plutôt. Et là, les exemples, c'est donc la diapositive suivante, la personne handicapée des membres supérieurs qui va avoir du mal à travailler sur l'intranet de son entreprise parce qu'on ne peut pas naviguer au clavier. Hein, tout simplement. On va avoir une personne sourde qui ne peut pas suivre une formation en ligne parce que la vidéo n'est pas sous-titrée. Et à plus forte raison, n'est pas interprétée en langue des signes française. On a voilà, là je suis un peu distrait par les chats écrits, hein, donc voilà, d'autant plus qu'il y avait c'était intéressant comme donc excusez-moi. Sachez que quand vous envoyez un chat écrit, ça peut éventuellement me distraire, même si j'ai laissé la synthèse vocale au maximum. Alors, une personne sourde ne peut pas suivre une vidéoconférence parce qu'il n'y a pas de transcription instantanée de la parole. Toujours un peu le même sujet, hein, ou d'interprétation en langue des signes. Diapositive suivante, encore d'autres exemples.
une personne aveugle ne peut pas lire une note de service ou un mail parce que c'est de l'image, ça je crois que j'ai déjà dit précédemment, ou une personne daltonienne, ça on l'a déjà dit tout à l'heure, ne peut pas prendre connaissance d'un graphique parce que l'information est uniquement véhiculée par la couleur. Voilà différentes situations professionnelles, alors à la fois des situations professionnelles et puis des situations de handicap qui font que l'inaccessibilité numérique ou le manque d'accessibilité numérique a un impact plus ou moins grave sur l'accès à la formation, sur le recrutement, sur l'accueil et sur le maintien dans l'emploi. Alors, il y a un exemple célèbre qu'on connaît tous dans le milieu de l'accessibilité numérique, alors qui est d'autant plus paradoxal, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'un collègue très malvoyant a quitté son travail il y a quelques années parce que la mise à jour du logiciel sur lequel il travaillait n'était pas accessible. Alors, si je vous disais que cette personne était très malvoyante, qu'elle était à un certain niveau, hein, c'était un certain niveau de qualification, et que ce logiciel était le logiciel qui régissait les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, qui n'étaient pas accessibles à l'époque au lecteur d'écran. Alors, il y a un autre grand exemple qu'on aime bien en termes d'accessibilité numérique. Alors, s'il y a des profs ici, ils vont savoir tout de suite de quoi je parle. C'est une espèce d'usine à gaz que l'on se trimballe depuis des années dans l'éducation nationale, qui sert aujourd'hui, alors qui prend d'autant plus d'ampleur aujourd'hui, c'est que je pense que bon nombre de profs se retrouvent embêtés parce qu'ils n'y ont pas accès, et bon nombre d'élèves aussi, c'est le fameux Pronote. On alerte depuis des années sur son inaccessibilité. Alors, il paraît qu'en plus, même pour quelqu'un qui a tous ses sens et sa motricité des membres supérieurs, c'est une galère en termes d'ergonomie. Mais sachez qu'en termes d'inaccessibilité, bon nombre de profs et d'élèves ne peuvent pas accéder à Pronote. Et ça, depuis des années. Voilà, ça c'était les exemples qui touchent de près et qui nous touchent d'autant plus de près aujourd'hui, c'est que la continuité pédagogique passe, pour bon nombre d'entre nous, élèves ou profs, aujourd'hui par Pronote. La diapositive suivante, alors la diapositive suivante, voilà, je regarde juste l'heure pour savoir si je suis dans les temps. Oui, ça va, a priori, pas trop mal. La recette pour une inclusion numérique professionnelle réussie. Alors, vous mettez 3 œufs, un peu de farine, du beurre, vous remuez beaucoup et vous faites chauffer pendant 10 minutes et vous aurez une inclusion numérique professionnelle réussie. Bon, plus sérieusement, pour une inclusion professionnelle numérique professionnelle réussie, il y a l'aménagement de postes informatiques, très important. Alors, c'est l'acquisition des bonnes technologies d'assistance ou aide technique, hein, principalement pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi pour les personnes handicapées moteurs. Hein, mais il y a aussi évidemment l'appropriation et la formation sur ces aides techniques ou ces technologies d'assistance, très important. Hein. Alors, tout cela, évidemment, dans le public, le FIPHFP nous aide beaucoup pour ces démarches-là, évidemment. Moi, j'appellerais ça de la compensation individuelle. Alors, il y a marqué personnel, mais le mot mieux encore aurait été individuel. Voilà. Plus l'accessibilité numérique, c'est-à-dire si à cela on rajoute l'accessibilité numérique, donc ce que j'appellerais la compensation collective, là, on aura une bonne inclusion professionnelle numérique réussie. Si on a, alors je vais prendre en sens inverse maintenant, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas? C'est que si on a un super aménagement de poste, super outil informatique, super formation, super appropriation, hein, mais que nos applications métiers, nos progiciels, notre environnement numérique de travail dans notre administration, notre entreprise est inaccessible, j'ai envie de dire, pour être un peu brutal, la collectivité aura jeté plusieurs milliers d'euros par les fenêtres. D'accord ? Et en sens inverse, plus on va travailler sur la compensation collective, donc l'accessibilité numérique, donc rendre les outils et ressources professionnelles accessibles à tous, moins on sera obligé de faire de la compensation individuelle. Parce que souvent, on est obligé, nous, alors là, je vais parler par exemple des personnes aveugles, d'en savoir beaucoup plus que vous quand on utilise l'outil numérique, parce que vous, quand vous utilisez un outil numérique, vous roulez sur du plat. C'est facile, c'est lisse, ça glisse, ça roule.
Nous, c'est à peu près comme si on faisait du vélo-cross ou du motocross les yeux bandés. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à savoir ce qui va se passer quand on manipule un site internet, un intranet ou une application. Hein, c'est d'où les tests dont je vous parlais pour les outils de visio. J'ai fait un test il n'y a pas longtemps avec un outil de visio, alors je crois que c'était BlueJean, qui est extraordinairement accessible au premier abord. Le son est fameux, je vous le conseille, c'est même un son en stéréo, les gens étaient spatialement à des endroits différents, c'est assez impressionnant au casque, sauf que je n'ai jamais trouvé avec mes lecteurs d'écran, sous différents, j'ai tout essayé, j'ai débranché, rebranché les casques et les micros, j'ai jamais trouvé comment activer mon micro. C'est-à-dire que j'entendais très bien les collègues, mais j'ai jamais trouvé comment activer mon micro. C'est tout. Voilà. Donc, accessibilité égale zéro blocage. Là, c'était l'inaccessibilité parce que tout simplement, je ne pouvais pas parler. Voilà. Donc, voilà pour cette diapo, très important. Dernière partie, en quoi le FIPHFP peut nous aider, en quoi le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique peut nous aider, au-delà de toutes les aides du FIPHFP pour ce qui est de l'accueil, du maintien, de l'accueil, du recrutement, enfin du recrutement, de l'accueil et du maintien dans l'emploi, plutôt dans ce sens-là évidemment, et tout ce qui est autour de la formation. Le FIPHFP a été chargé, alors je crois que c'est en 97 déjà, par l'État de financer les employeurs publics pour renforcer l'accessibilité numérique. Hein. Sur la diapo, je vous mets le lien sur le catalogue des aides en accessibilité numérique, puisque je ne vais pas les détailler, hein, ce serait beaucoup trop long. Mais vous avez un catalogue. Alors, petit clin d'œil aux personnes du FIPHFP qui sont là. Le site fiphfp.fr est un E-accessible niveau 5, c'est-à-dire que c'est un modèle d'accessibilité numérique en France. Alors, vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Vu ce que je vous ai dit précédemment sur les sites publics sortis par l'État régulièrement inaccessibles, franchement, l'exemplarité, ça fait longtemps que j'en suis revenu à ce niveau-là. Donc, le fiphfp.fr est un site très accessible. Donc, je vous invite, si vous voulez, si vous voulez développer ce que je vais vous dire maintenant, à y aller. Il est très facile, évidemment, à percevoir, utiliser, comprendre. Et il est aussi robuste, ça, j'imagine. Voilà. Donc, trois aspects au renforcement au financement de l'accessibilité numérique pour les employeurs publics par le FIPHFP, hein, sur la base. Voilà, on a le lien du site sur le FIPHFP. Donc, sachez en plus que ces aides-là sont mobilisables sur la plateforme e-service de la Caisse des dépôts, comme les autres aides du FIPHFP, et qu'en plus, on a fait un petit travail sur l'accessibilité qui fait qu'on va gagner en accessibilité de cette plateforme à partir du 23 avril. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas. Alors là, je parle évidemment de la plateforme pour les employeurs, hein, pour les demandes des employeurs, c'est-à-dire une plateforme privée réservée aux employeurs. Voilà. Autre chose. Donc, trois aspects à ce soutien financier du FIPHFP pour l'accessibilité publique, pour l'accessibilité numérique dans le public, le financement des sensibilisations et formations individuelles et collectives, le soutien des diagnostics ou audits et le soutien aussi à la mise en accessibilité, à l'accompagnement pour la mise en accessibilité pour les sites internet et intranets. Je n'en dirai pas plus parce que là, il y a des chiffres, c'est un peu plus complexe. Je peux éventuellement développer si vous le souhaitez. Là, l'idée peut-être, c'est d'arriver à la conclusion, de pouvoir reprendre mon souffle, d'espérer que vous n'êtes pas tous partis parce que là, du coup, c'est vraiment sans filet. Je ne sais pas, on est à combien de participants, Annie, là? Il y a toujours du monde ou je suis tout seul? 51. 51, mais je pense bon, qu'il ça va. y en a qui ont des difficultés parce que ça rentre et ça sort. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment des difficultés pour pouvoir rester alors qu'ils n'ont pas envie de sortir. Voilà. Merci de les laisser rentrer alors. Tout à fait. Allez, pour conclure, alors là, pour conclure encore, vous m'avez déjà vu, hein, j'aime bien les petites phrases ou les grandes phrases. Alors, on a l'accessibilité coûte d'autant moins cher qu'elle est prévue en amont de tout projet. Alors ça, c'est un grand truc qu'on ne vous rabâchera jamais assez. L'accessibilité, c'est
dès la conception, dès que le projet est dans votre tête, il faut penser accessible. Il est beaucoup plus facile de penser accessible que de corriger l'inaccessible. Donc, l'accessibilité dans un projet, c'est en amont, c'est en transversalité, c'est tout au long de la vie d'un projet et avec une validation, un suivi à toutes les étapes avec une validation. Tous les mots que je viens de dire là sont importants. Et c'est une montée en compétence de toute l'équipe projet. C'est pas évidemment, vous avez un référent en accessibilité numérique, parce que vous êtes une administration et parce que c'est une obligation légale aujourd'hui, mais le référent accessibilité numérique ne fait pas tout. Le rôle du référent accessibilité numérique, c'est de sensibiliser la communauté, la structure à l'accessibilité numérique, et le groupe projet doit être formé, se former, être sensibilisé, être informé suivant son implication en accessibilité numérique pour porter un projet numérique accessible au bout du compte. Voilà la première chose. Alors, l'accessibilité est indispensable à certains outils, à tout ça, je vous en ai déjà parlé. Elle est toujours plus facile. Il est toujours plus facile de concevoir accessible que de corriger l'inaccessibilité. Je me répète un petit peu là. Deuxième diapo, on approche de la fin. Au même titre que la sécurité, l'accessibilité, l'affaire de tous. Alors, j'écoutais un matin à la radio le monsieur à la sécurité informatique en France, et qui disait une phrase que j'ai récupérée à mon compte: nous sommes tous générateurs ou dégénérateurs d'accessibilité. On est tous générateurs ou dégénérateurs d'accessibilité ou de sécurité, mais là, évidemment, on est là pour parler d'accessibilité. L'accessibilité, alors, dernière phrase, une des dernières phrases, je vous la lis. L'accessibilité est un impératif de citoyenneté, au-delà de l'obligation légale, c'est un impératif de citoyenneté, et elle constitue le pilier d'une société réellement inclusive. C'est ce que je vous disais au début, pas d'inclusion sans accessibilité. Autrement, ça ne fonctionne pas. Dernière phrase, l'accessibilité aujourd'hui revêt d'autant plus d'importance que nous sommes tous confinés matériellement. Et ceux qui ont un bel outil, un bon réseau et qui savent s'en servir sont quand même mieux lotis, ont une vie sociale, professionnelle et familiale et affective plus facile que ceux qui n'ont pas d'outils, qui ne savent pas s'en servir ou qui n'ont pas de connexion. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir la fibre et une bonne 4G, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle avec mon iPhone en 4G. Voilà, dernière diapo, c'est merci de votre attention et nos coordonnées et nos titres avec Annie, que je remercie chaudement. Annie, chère projectionniste, tout ça, on s'y est mis avec Annie, le duo, je parle et elle vous passe des diapos. Ça s'est fait à distance. On a commencé en présentiel et on a recommencé à distance. C'est quand même la première fois qu'on a 50 personnes en face de nous et ça nous a un petit peu intimidé quand même. J'espère que ça vous a intéressé, qu'on n'a pas été trop mauvais en pratique. Petit merci particulier aussi à Laurent, notre technicien. Et Annie a arrêté le partage d'écran. Donc maintenant, place à l'échange. Merci en tout cas à vous. Merci Pierre. Alors c'est le moment où, si vous le voulez, il faut lever la main. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu surveiller ce qui se passait dans les commentaires. Alors, je pense que je peux enregistrer les commentaires à la fin de la séance, et ceux qui veulent le PowerPoint peuvent laisser leur nom. Ils mettent juste leur nom dans le commentaire, et je pense que comme ça, je saurai qui est intéressé plutôt que d'envoyer un mail. Ah, il y a Laure qui veut parler. Voilà, le micro est ouvert. Merci Annie, merci Pierre. Sincèrement, un grand merci pour toutes ces informations. Juste un complément d'information par rapport à l'action du FIPHFP. C'est vrai que nous intervenons sur le recrutement des personnes en situation de handicap, sur leur maintien dans l'emploi et notamment sur la notion aussi d'évolution professionnelle, sur la question de formation, sur la question aussi qui est très importante pour nous actuellement, c'est l'apprentissage, et enfin sur l'accessibilité numérique.
Et je voulais juste, peut-être pour lancer le débat, dire qu'il y a quelque temps de cela, j'ai été interpellée par une personne qui est en situation de handicap et qui justement est fonctionnaire et qui me dit « Madame Belmoussi, moi je suis catégorie B, j'aimerais passer catégorie A et j'ai pas… voilà, est-ce que vous pourriez me donner la liste en fait des postes qui seraient accessibles ?» Alors, on est sur pas seulement la question de l'accessibilité numérique, mais quelque chose de bien plus large. Et j'ai dit, ben non, on ne peut pas partir comme ça. Et on a eu un sujet assez vif, enfin un débat assez vif, en se disant, ben non, mais vous ne vous rendez pas compte, de toute façon, ça ne sert à rien que j'aille sur des postes sur lesquels je ne pourrais pas aller, et notamment sur… La contrainte était liée à l'accessibilité numérique. Je dis non, on va partir de manière différente et je remercie Pierre pour sa recette. J'aimerais bien qu'elle soit en effet effective en l'espace de 10 minutes, ça serait génial. Mais c'est vrai qu'à partir, même si on travaille sur l'aménagement, même si on travaille sur les compétences de l'agent, si à un moment ou à un autre, on ne réfléchit pas sur l'accessibilité numérique, on va complètement coincer le système. Voilà. Avec l'effet perverse, Laure, si je peux me permettre, c'est que on va avoir des sommes astronomiques, et je pense que le FIPHFP est bien placé pour le savoir, dépensées en aménagement de postes en formation, et avec un résultat qui reste moyen, voire médiocre, parce que l'environnement numérique de travail n'est pas accessible. Et avec l'effet perverse de dire que les handicapés nous coûtent toujours cher et ils ne sont jamais contents. Enfin, ça, voilà, je peux me permettre de le dire. Hein. Ben oui, mais il y a ça aussi, parce qu'on a tous des exemples, quand je dis on, c'est nous, professionnels ou personnes en situation de handicap, des exemples comme ça, où on a beau dire attention, ça ne sert à rien, vous le faites mal, mais évidemment, comme on est handicapé, on ne nous écoute pas toujours. Alors, on ne sait jamais, on est quand même au courant de ce qui… Enfin, voilà, je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est vraiment très, très important, cette notion-là. Je ne sais pas si Pierre, moi j'ai été coupée à un moment, si vous avez parlé des labels qui existent. Alors non, j'ai pas parlé, enfin si, j'ai quand même parlé du label puisque j'ai dit que le site fiphfe.fr avait le label E-accessible niveau 5, c'est-à-dire le plus haut niveau d'accessibilité aujourd'hui en France. Je n'en ai pas parlé parce que je ne sais pas du tout où on en est au niveau des labels. Peut-être que vous avez des informations à nous donner justement. Les labels E-accessible, c'est le label qui récompense l'accessibilité des sites publics aujourd'hui en France. C'est ça. Donc, il y a AccessiWeb et e-accessible. Mais je ne sais pas, en fait, j'ai peu de renseignements sur ces labels-là. Alors, AccessiWeb existe toujours. E-accessible, je sais que c'est un peu en stand-by depuis quelques mois, puisqu'il y avait eu une manifestation sur l'accessibilité numérique à la DINUM le 29 novembre, en présence de Cédric O, donc le ministre, le secrétariat d'État au numérique. En 2020, aux dernières nouvelles, ça devrait repartir la démarche de labellisation en 2020. Nous, à l'Université de La Réunion, c'est un de nos objectifs, c'est de labelliser notre portail E-accessible, d'être exemplaire dans ce domaine. Mais la DINUM n'est pas très réactive sur ce sujet-là pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je n'en dirai pas plus. D'autres questions ou développements ou commentaires, n'hésitez pas. Hein. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis Pascal Chiron, je travaille à Toulouse, Jean Jaurès. Et nous avons un problème d'accessibilité pour tous les cours qui contiennent des tableaux, des tableaux statistiques par exemple, ou des schémas, ou bien vous voyez, des schémas du corps anatomique pour la psycho, par exemple, le schéma du cerveau. On ne sait pas comment faire pour rendre les cours accessibles aux déficients visuels. Alors là, je vais vous donner un début de réponse, mais il est clair que vous attaquez directement au plus compliqué. Moi-même, étant aveugle,
Pour la petite histoire, je suis masseur-kinésithérapeute, donc j'ai appris il y a quelques années déjà l'anatomie du corps humain. Je peux vous garantir que c'est pas simple, c'est sûr. L'adaptation des schémas, l'adaptation des croquis scientifiques pour les personnes déficientes visuelles, c'est en termes d'adaptation le plus compliqué à faire, très clairement. Les tableaux en accessibilité, on en parle déjà en qualité, on conseille de ne pas faire des tableaux trop complexes parce que là encore, il faut quand même que vous sachiez, messieurs et mesdames qui concevez des sites internet aujourd'hui, la majorité des gens vont consulter vos sites sur des téléphones mobiles, donc sur des tout petits écrans. Et consulter un tableau de grande taille, très long et très large, sur un petit écran, c'est exactement ce que vivent les personnes malvoyantes et nous, les personnes aveugles, puisque nous, on a accès à juste quelques cellules ou quelques colonnes. Et le tableau, en fait, il faut se dire, en déficience visuelle, on a une phrase qui résume bien, c'est que vous, les personnes voyantes normales, avec un guillemets encore une fois, vous allez du global vers le détail. Donc, vous allez du tableau ou du schéma global vers le détail. Nous, c'est l'inverse. On va du détail vers le global. Et le global, c'est souvent dans notre tête qu'on le reconstitue comme on peut. Donc, pour ce qui est des tableaux, pour finir de répondre à votre question, enfin, de vous apporter un début de réponse, parce que il sera pas satisfaisant, la réponse ne sera pas satisfaisante, loin de là, c'est quand il y a un tableau trop complexe, essayez d'en faire plusieurs moins complexes. Essayez de résumer le tableau, parce qu'un tableau, il y a souvent quelque chose à y voir dedans, qui peut être résumé sous forme de texte. Et là encore, ce que vous allez faire pour l'accessibilité de vos publics déficients visuels au niveau des tableaux sera bénéfique à beaucoup d'autres publics. Je parlais de ceux qui naviguent sur un téléphone portable, mais aussi à ceux qui vont mieux comprendre le texte que les tableaux. D'accord. Mais je comprends que vous soyez embêté avec cette question-là parce que c'est le plus dur. Merci en tout cas. Je vous en prie. Alors, il y a 2 mains levées. Je vais d'abord activer Manuel et après, il y aura Sofiane. Oui, bonjour. Merci Pierre pour la qualité de la conférence. Je voulais juste faire 2 ou 3 petites remarques par rapport à tout ce qui a été dit. La première, c'est sur les impacts de l'accessibilité, le rôle essentiel joué par les décideurs. Parce que si on a une volonté des décideurs, forcément les choses sont plus simples en matière de prise en charge de l'accessibilité numérique à quelque niveau que ce soit. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est effectivement, on voit quand même que depuis 2005, et donc ça fait 15 ans que la loi existe, on n'a que entre 4 et 5% des sites qui sont accessibles. Donc il y a encore une large majorité des sites qui ne respectent pas les obligations et qui continuent du coup à enfreindre la loi sans aucune infraction derrière. Et je pense que les associations dont je fais partie vont devoir à un moment ou à un autre prendre le problème en charge et réfléchir à des modes d'action sur ce sujet-là. Alors, merci Manuel et bonjour au passage. Je ne retirerai rien à ce que tu viens de dire. J'adhère à 200% à ce que tu viens de dire, évidemment. Décideurs et volonté politique. L'accessibilité numérique, très clairement, depuis des années, souffre d'un défaut de communication et de volonté. D'où le fait d'essayer, en tant que professionnel et militant de l'accessibilité numérique, oui, j'ai dit un gros mot, militant, de convaincre. Parce que pour moi, la technique, ça s'apprend. Ce que j'essaye de faire dans ces interventions-là, c'est d'arriver à essayer de vous convaincre que c'est un sujet important, que c'est un sujet qui conditionne de plus en plus la vie de nous tous. Et largement plus que la vie des personnes en situation de handicap ici présentes. Petit exemple, l'exemple nous vient des États-Unis. Alors, tous les exemples américains ne sont pas toujours les meilleurs, peut-être, mais alors là, en termes d'accessibilité numérique, la dernière en date, c'est quand même un aveugle qui a intenté un procès à Domino's Pizza parce qu'avec son lecteur d'écran, il n'arrivait pas à commander une pizza pour se faire livrer. Et c'est une histoire qui est en train de se régler à plusieurs millions de dollars et qui est montée jusqu'à la Cour suprême. Quand on sera capable d'avoir ce même genre de réponse en France, je pense que là, ça avancera mieux parce qu'actuellement, quand une entreprise nous parle d'accessibilité numérique et qu'on sait qu'elle a des intérêts aux États-Unis,
on n'y va pas par quatre chemins. On leur dit, OK, en France, vous n'avez pas grand risque, mais par contre, faites attention parce que si vous voulez rentrer sur le marché américain, il faut que vous soyez accessible, autrement, ça va vous coûter très cher. Voilà. Donc, s'il faut en venir là, évidemment, en France, on a des sanctions qui sont de 20 000 € par an et par site, mais qui ne sont pas appliquées. Évidemment, il faudra y venir. C'est peut-être comme si on disait on limite sur les routes à 110 km/h, mais il n'y a pas de radar, il n'y a pas de gendarme. Malheureusement. Voilà. Merci. Alors, je passe la parole à Soufiane. Voilà, c'est actif. Ok, c'est moi, je vous entends. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est Soufiane et je voudrais en fait poser deux questions. La première, c'est je remarque un manque criant de standardisation dans les outils d'assistance. Alors, je vais donner un exemple pour illustrer. On va prendre par exemple toute la partie bloc-notes braille. Il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre au niveau des fonctionnalités. Alors, le problème, c'est que par exemple, au niveau des raccourcis clavier, à chaque fois qu'on passe sur une nouvelle plage braille, on doit tout réapprendre. Et c'est très fastidieux et long, et même, je dirais, coûteux, parce que pour certains, ça peut nécessiter des formations. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que il y a quelque part une standardisation qui se prépare ou pas du tout? Parce que il est temps qu'on y arrive. Parce que c'est vraiment galère, quoi. Parce que moi, par exemple, j'ai eu 2 plages braille pour bosser, une pour travail, une pour la mobilité. J'ai un métier où je bouge aussi. Donc, et c'est vrai que j'ai dû apprendre 2 environnements différents avec plein de raccourcis clavier différents. Et à la fin, ça fait mal à la tête. Faut la boîte d'aspirine. Ouais, merci pour votre ou ta réflexion, hein, puisque. Ouais, on peut se tutoyer, pas de problème. Voilà. Alors, évidemment, il y a quelques aveugles dans l'assistance et on fait partie des plus impactés par l'accessibilité numérique, donc ça m'étonne pas. Peut-être pour élargir ta question et puis te donner un début de réponse. Moi, c'est sûr que depuis que je suis confiné, j'ai testé des tas d'outils de visio et d'outils collaboratifs. Et alors, je prends pas d'aspirine, mais le Doliprane, oui, largement. Parce que l'exemple type de cet outil-là, c'est Teams de Microsoft, qui est très accessible, mais qui est une véritable usine à gaz. C'est un truc, pour arriver à faire juste une visio, il faut y passer 1 heure avant de tout comprendre. Alors, le bloc-notes braille, pour les non-initiés, c'est ce que j'ai devant sur ma table, mais ça vous éclairera pas beaucoup plus. C'est un outil, c'est un ordinateur qui tourne aujourd'hui beaucoup sous Android, d'ailleurs, hein, pour ceux du marché, parce qu'il y en a pas, il y a 3 constructeurs dans le monde, je crois, enfin, c'est vraiment une niche. Déjà, c'est horriblement cher. Ouais. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est absolument pas standardisé, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, personnes en situation de handicap, alors j'ai échangé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps sur le fait que nous, personnes en situation de handicap, ce qu'on devrait vendre au plus haut franc, c'est nos capacités d'adaptation. Nous sommes les rois de l'adaptation et de l'adaptabilité. Le problème pour nous, c'est qu'on s'adapte à des situations qui ne sont pas faites pour nous, et arrivé à la fin de l'adaptation, on a des résultats qui sont moins bons que les vôtres. Donc, ce n'est pas vendable. Mais c'est ce que vient de dire Soufiane, on s'adapte constamment à des environnements. Moi, j'ai renoncé depuis des années à apprendre tous les raccourcis clavier qu'on nous fournit, parce que c'est sûr qu'un raccourci clavier, c'est ce qui nous permet à nous d'utiliser un outil informatique. Mais si je vous montrais les listes de raccourcis clavier qu'on a pour nos lecteurs d'écran, pour nos plages braille, pour nos systèmes d'exploitation, mais c'est une horreur. C'est une horreur. La surcharge mentale, elle est là. Et on est d'autant plus obligé d'apprendre tout un tas de choses pour arriver au même résultat que vous, que les outils et ressources numériques que vous nous proposez sont mal faits et inaccessibles. Hein, c'est un peu on en revient au schéma de la diapo que j'ai faite, hein, sur un aménagement de poste informatique, plus formation et appropriation, et plus accessibilité numérique. Plus les outils et ressources numériques seront simples, faciles, utilisables, accessibles et ergonomiques, moins on aura d'efforts à fournir aussi pour accéder, pour s'inclure dans la société, que ce soit socialement ou professionnellement. Voilà, ça répond que très partiellement à ta question, hein, mais je n'ai pas d'autres réponses, malheureusement. Peut-être que Manuel pourrait en avoir plus que moi sur le sujet, mais là, c'est un débat au niveau des déficients visuels. Ouais. Attention au micro.
Quelqu'un d'autre? J'avais une deuxième Ah, question, en fait. C'était, est-ce que ces outils qu'on nous prescrit, qu'on nous finance, qu'on nous donne contre enfin, contre monnaie sonnante et trébuchante, est-ce qu'on a quand même, est-ce qu'au niveau de la GFIP, du FIPHFP, je vais y arriver, est-ce que c'est des outils qui sont quand même évalués ou personne ne les regarde? Parce que je pense que des fois, ces outils-là sont extrêmement chers et sincèrement, moi j'ai passé beaucoup de temps à alors, VoiceOver. J'ai passé beaucoup de temps à franchement à vraiment essayer de me les approprier et puis même avec une petite formation. Et j'ai l'impression que quand même parfois c'est contre-productif. Je vais prendre mon PC et mon iPhone, je vais aller beaucoup plus vite pour faire une tâche que sur un bloc-notes comme le Polaris sous Android. J'ai alors, l'impression que voilà. Là, je, en fait, je, c'est des outils accessibles qui rajoutent de l'inaccessibilité. C'est ce que j'avais envie de dire. Alors, bon, ça, c'est ton propos que je peux partager en partie, mais c'est surtout, à mon avis, enfin, pas un autre débat, mais un débat, enfin, on pourrait y passer la journée. Et évidemment, moi, je suis le premier à dire que l'outil le plus extraordinaire que j'ai eu dans les mains depuis des années en termes d'aide technique ou de technologie d'assistance, c'est pas un outil spécialisé, c'est l'outil avec lequel je vous parle depuis tout à l'heure, c'est l'iPhone. Ouais, moi aussi, c'est J'ai pareil. toujours été. Voilà. Après, pour le reste, voilà, à mon avis, c'est un autre débat. On peut le continuer en privé si vous le Ouais, souhaitez, mais c'est à mon avec avis plaisir. un autre débat, mais qu'il faudrait faire avancer parce que c'est sûr que on est souvent déçu par ces aides techniques ou technologies d'assistance qui sont très, très, très coûteuses. Bah, en Est-ce qu'il y a fait, d'autres. On va juste peut-être laisser rajouter une la. petite précision. C'est Oui, et puis après, on 40% va laisser la parole. du matériel Oui. adapté qui finit au placard, quoi. 40%. J'avais lu Ouais. des stats. Voilà. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Mais là, je pense que c'est un autre D'accord. Ouais, débat. on en discutera une autre fois. Voilà. Parce que là, je vois, il y a des gens qui s'en vont. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Anis? Je vois pas d'autres mains levées, non.